Il est 16 h GMT, 18 h heure de Paris. Donc bonjour, bonsoir, selon votre position géographique sur le globe. Bienvenue à notre débat qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la démocratie, célébrée cette année par deux grands événements à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Équité intergénérationnelle, tel est le thème que nous allons débattre en compagnie des honorables Madame Geneviève Inagozi, députée en République démocratique du Congo, ancienne ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, membre de l'APF et rapporteur de la commission politique. Et M. Christian Lévra, conseiller aux États suisses, président du Parti socialiste suisse, président de la commission de l'éducation, de la communication et affaires culturelles CECAC et du réseau de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Également M. Pierre Flambeau Ngayap, sénateur en République du Cameroun et membre de la commission des affaires parlementaires de l'APF. Bonsoir, chers honorables. Bonsoir. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Pifamé Esther Djoussa et Yukai, tous deux porte-parole du Parlement francophone des jeunes, que je connais d'ailleurs très bien, pour avoir eu à faire Erevana avec eux. Bonsoir Esther, bonsoir. Bonjour. Ah, c'est comme ça que les jeunes font, hein? L'APF, dont l'un des objectifs, comme vous le saviez déjà, l'APF, dont l'un des objectifs principaux est la promotion de l'état de droit et de la démocratie, ne pouvait pas rester en marge de cette journée très importante. Rappelons que le choix de la date du 15 septembre pour célébrer la journée internationale de la démocratie a été adopté en 1997 par l'ONU lors de la Déclaration universelle sur la démocratie. Donc, sans parler, moi, je vais me tourner vers nos panélistes pour demander qu'est-ce que vous pensez de la démocratie rapidement, dans un premier temps, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et aborder notre thème du jour. Là, on va faire un tour de table pour que chacun puisse dire ce qu'il pense de la démocratie. On allait dire que la parole est à qui veut la prendre, mais je vois M. Ngayab en plein écran, donc peut-être qu'on va commencer par M. Ngayab s'il est bien disponible à discuter, à le faire. Oui, parfaitement. Je voudrais bien commencer. La démocratie, c'est un concept qui va avec les autres, qui va avec l'état de droit, qui va avec le développement. Donc, le grand débat sur quel est le principe qui précède l'autre, je pense qu'on l'a largement dépassé maintenant et que l'ensemble est global. Il faut aller de manière parallèle avec la démocratie, l'état de droit et le développement. Il n'y a pas l'un qui précède l'autre. Donc, il faut que les gouvernants trouvent la combinaison utile pour faire avancer parallèlement la démocratie, l'état de droit et le développement. La démocratie, c'est un concept très vaste, hein, très large. On n'a naturellement pas le temps de rappeler ce que c'est, mais la démocratie est fondée sur les deux notions clés que je peux résumer en les libertés et les élections. Et déjà, les élections elles-mêmes comprennent le terme de liberté, puisque les élections ne sont crédibles que si elles sont libres. Donc, le premier concept qu'il faut mettre sous la démocratie, c'est la liberté. Et si on développe toutes les déclinaisons de la liberté, on peut voir que la démocratie, c'est un chapeau, c'est un concept qui chapeaute toutes les formes et toutes les variantes des libertés. Et c'est important que nous nous battions pour que toutes les composantes des libertés soient mises en place dans nos pays respectifs. Merci, M. Ngaya. Peut-être qu'on va se tourner également vers d'autres participants. Madame Geneviève, que je vois également en deuxième position à partir de mon écran. C'est bon? C'est bon, maintenant. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, on vous attend, Madame Ngozi. OK. Bon, la démocratie, c'est un terme vaste. Hein? C'est la souveraineté qui est attribuée directement aux citoyens, c'est-à-dire que ce sont les citoyens qui prennent des décisions, qui votent des lois et qui les appliquent en fonction de leurs besoins. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans les pays comme le nôtre, on a parfois tendance à croire que la démocratie rivalise avec le développement, ou j'espère que je ne vais pas choquer, que la démocratie coûte cher parce que c'est des cycles électoraux qui vont organiser avec tout le coût que cela entraîne. Et à un moment, on s'est dit, mais est-ce qu'il faut choisir entre le développement et la démocratie parce que
quand on regarde le coût important qui sont engloutis dans l'organisation des élections, c'est chaque cycle électoral qui a son coût, on s'est dit peut-être qu'on pouvait transformer ça dans le développement. Mais aujourd'hui, c'est irréversible. Nous ne pouvons plus reculer. Les mots, la décision est revenue à la population et je pense que nous évoluons de cette manière-là et que ce sont des décisions qui vont entraîner le développement parce que c'est des décisions qui sont prises pour l'intérêt des populations. Merci, madame. Monsieur Christian Levrat, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, peut-être une vision un peu plus, je dirais, un peu moins nuancée. Pour moi, la démocratie, c'est une des conditions du développement, en fait, pour être honnête, à condition qu'on comprenne la démocratie de manière assez large. La démocratie, c'est évidemment les libertés, comme l'a dit le docteur Ngap tout à l'heure. C'est aussi un système électoral libre qui permet aux populations de faire les choix qui leur paraissent utiles. C'est l'état de droit et notamment des institutions suffisamment fortes pour résister à la corruption. Et je pense que notamment ce dernier point, l'état de droit, la lutte contre la corruption, le fait d'avoir des procédures qui permettent à chacun et chacune d'être protégé, c'est une des conditions du développement. Sans ça, on voit les efforts de développement systématiquement détournés au profit de quelques-uns. Donc, moi, j'ai une approche plus classique de cette affaire-là, disons-le comme ça. Et je pense que l'ordre institutionnel, le respect des règles constitutionnelles, la lutte contre la corruption, c'est un moyen de poser les bases nécessaires à un développement inclusif qui tienne en compte de toutes les populations et de la diversité de ces populations. Vu qu'on parle en particulier des jeunes, notamment de l'inclusion des jeunes dans le pouvoir politique, dans le pouvoir économique. Et c'est un des vrais défis auxquels on est confronté, aussi bien au nord qu'au sud. L'inclusion des jeunes, la transition est bien trouvée. Youkaï et Esther, je ne vous oublie pas. Vous allez également nous dire ce que vous pensez de la démocratie, mais à travers ce que vous entendez par équité intergénérationnelle et démocratie à la fois. Youkaï et Esther. Je vois déjà Youkaï en ligne. Je ne sais pas si Esther peut nous permettre de prendre Youkaï et après revenir vers elle. Je sais qu'elle est très gentille, qu'elle va l'accepter. Esther. Donc, Youkaï. Je suis tout à fait d'accord avec ce que M. Levrat vient de dire en ce qui concerne la démocratie, mais je pense qu'un aspect important, c'est la participation citoyenne de toutes les couches de la société et notamment des jeunes. Et c'est, à mon avis, aux institutions démocratiques de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin d'assurer qu'il y a une participation effective, donc notamment avec l'éducation civique, en encourageant les jeunes et toutes les couches de la société à prendre activement au débat de la société et intervenir parce qu'après tout, le débat public est un exercice démocratique et la démocratie pour moi ne se limite pas seulement dans les murs du Parlement, mais c'est plus large que ça et dans toute la société civile. Et on peut intervenir dans le débat afin de nourrir les décisions et pour faire entendre la voix des jeunes, pour faire entendre la voix de toutes les couches de la société, afin d'assurer que les décisions qui soient prises de manière démocratique au sein des parlements reflètent le plus large consensus social possible. Appréhender la démocratie de manière plus large, Youkaï, tu ne pouvais pas mieux dire. Et juste rappeler que ce débat autour de la démocratie va s'articuler autour de 3 points fondamentaux. Ces 3 points fondamentaux, j'allais dire, ces 3 points sont entre autres la politique et la francophonie, la mobilité au sein de la francophonie et l'économie et le développement durable. Donc, on va se tourner vers Esther qui va nous dire également qu'est-ce qu'elle pense de la démocratie et à travers l'équité intergénérationnelle. Esther Diossa. Merci beaucoup, Mamadou. À nouveau, bonsoir à tous. La démocratie, de long en large, nous en avons parlé. Et je pense que l'essentiel à retenir, c'est qu'il faut la participation dans un premier temps et la liberté. De plus en plus, les États oppriment la liberté en se focalisant sur les autres thèmes, à savoir le développement économique, le développement social.
oubliant que l'équité intergénérationnelle, c'est quand même arriver à faire un lien entre le développement social, le développement économique et sans oublier, bien sûr, la liberté d'expression que nous avons tous et qui est chère à la démocratie. Merci Esther. Nous allons aborder la première. Puis-je ajouter un mot? Oui, peut-être rapidement. Oui, je voudrais un peu indiquer mon avis par rapport à la définition de M. Levra, qui considère que la démocratie précède le développement, est une condition du développement. Il a précisé, heureusement, qu'il est dans une posture très classique, mais il faudrait que lorsqu'on a une vision globale de la démocratie, c'est-à-dire à travers le monde, qu'on accepte que certains pays ont pu se développer sans démocratie. Nous, en Afrique en général, hein, nous souscrivons aux principes selon lesquels il faut que la démocratie existe à la base, mais il faut reconnaître à d'autres pays, d'autres continents, d'avoir choisi une voie différente. La Chine se développe formidablement sans la démocratie telle que nous l'entendons. Oui, c'est vrai qu'il faille contextualiser. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Oui. Je pense qu'en plus de ce qu'il vient de dire, il faille contextualiser et se mettre dans des environnements qui font que la démocratie précède certes le développement, mais que la démocratie ne soit pas en conflit avec le développement. Parce que dans les pays comme le nôtre, trop de libertés peut-être sont mal comprises et se matérialisent mal, qui font que même quand il faut appliquer la démocratie, par moment, on confond un peu le libertinage par rapport aux libertés qui sont consacrées dans nos textes, qu'ils soient constitutionnels ou réglementaires, que nous devons respecter. Et là, vraiment, il faut que nous puissions, oui, la définition, elle est bonne telle qu'est donnée par M. Levra, mais il faut vraiment les circonscrire dans les contextes parce qu'il n'y a pas de modèle universel de démocratie. Contextualiser la démocratie. Merci beaucoup, madame. Peut-être que M. Levra voulait rebondir rapidement là-dessus avant qu'on ne passe à notre deuxième sujet. Peut-être deux réflexions. Je suis d'accord avec ma collègue congolaise. La liberté, plutôt que la démocratie, la liberté implique la responsabilité. Et les deux choses doivent aller de pair. Et je comprends qu'on ait des régions, des débats dans lesquels cet équilibre est difficile à trouver. C'est le cas dans nos sociétés comme dans la vôtre. Il n'y a pas ici de modèle qui serait supérieur à l'autre, notamment autour de toute la question de la liberté de la presse, la responsabilité des médias. Enfin, on a tous en tête des exemples dans lesquels on pourrait s'entretenir. La deuxième remarque concerne la référence à la Chine. Et c'est vrai que c'est probablement un des débats intellectuellement les plus intéressants de notre époque. On voit des modèles économiques qui se développent en marge de la pensée libérale, pas dans le sens partisan, mais de l'ordre libéral des Lumières, disons-le comme ça. Des modèles qui se développent, qui semblent en tout cas à court terme avoir un certain succès. Mais si on prend des domaines comme celui de la lutte contre la corruption, si on prend des domaines comme celui de la liberté, notamment commerciale, on se rend compte que les Chinois ne sont pas très différents du reste du monde. Ils ont du reste adhéré à la plupart des organisations internationales. Ce qui est vrai, par contre, alors, c'est que sur le plan de la participation, sur le plan de l'inclusion, sur le plan des respects des droits fondamentaux, il y a des différences immenses entre ces États de nature totalitaire et donc dominés par un parti qui entend régler l'ensemble de la vie de ses concitoyens et les démocraties comme on peut les comprendre dans l'espace francophone et comme elles ressortent de la déclaration de Bamako. Je veux dire, ce débat sur l'importance des libertés fondamentales, sur l'importance du respect des droits humains, sur la lutte pour une démocratie inclusive,
c'était le débat qui était au cœur de la francophonie lors de l'adoption de la déclaration de Bamako et qui, avec la langue, est ce qui nous rassemble au sein de la famille francophone. Mais c'est vrai que cette compréhension, elle est challengée aujourd'hui. Pardon, on est en francophonie. Elle est remise en question par un certain nombre d'États qui, à l'évidence, refusent de faire rimer liberté politique et liberté économique. Merci, M. Livra. On sait aussi que vous êtes des parlementaires et que le débat parlementaire est l'émanation même l'expression même de ce qu'est la démocratie. Moi, je vais me tourner rapidement pour aborder notre premier thème qui est francophonie et politique. Mais plutôt dans le sens de la jeunesse. Est-ce que Youkaï et Esther, est-ce que vous vous sentez généralement concernés par les débats qu'il y a au sein des différents parlements en tant que jeune francophone? Je pense que certains de nos parlements font un effort considérable pour tendre la main à la jeunesse et à la société civile en général pour s'assurer que le débat soit inclusif. Mais inévitablement, on peut toujours faire mieux. En ce sens-là, c'est important pour moi de voir que lorsqu'il y a une démocratie, à mon avis, qui est saine, qui fonctionne, on a des populations qui ont un sens de l'éducation civique, qui sachent c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs devoirs, c'est quoi leurs obligations, c'est quoi les manières et les moyens de participer efficacement au débat public, au débat démocratique. Et c'est ça, à mon avis, qui est peut-être le rôle des parlements, c'est d'assurer que les jeunes ont des moyens nécessaires, notamment par l'éducation, notamment par la mise en place des structures pour permettre ce débat démocratique. Merci Youkaï. Esther? Merci Youkaï. À la suite de Youkaï, je pourrais dire que ça dépend aussi du contexte parfois. Dans certains pays, on se sent plus impliqué et dans d'autres, pas exactement. Moi, je prendrais le cas du Bénin où nous avons quand même un modèle de parlement des jeunes qui permettent aux jeunes de travailler en collaboration avec les parlementaires élus. Même si le cadre de concertation n'est pas formel, l'existence du parlement des jeunes fait que les jeunes ont quand même la possibilité d'aller vers les députés élus, de leur poser des préoccupations, d'intervenir sur des lois qui prennent en compte leurs aspirations et parfois même de faire des remontées d'informations sur leur vécu et sur les situations qui leur portent préjudice. Ceci étant, on pourrait quand même améliorer la collaboration en associant une plus grande frange de la communauté pour que les gens puissent se sentir écoutés. Puisque parfois, il y a des textes de loi qui sont votés. En tant que citoyen, vous n'êtes même pas informé. Il arrive des moments où vous découvrez juste qu'il y a une telle loi qui est passée. Vous vous demandez à quel moment ça s'est passé. Vous n'êtes pas totalement informé de tout ce qui se passe. Et donc, je pense que sur ce type de questions, il y a quand même à faire. Le tort n'est pas qu'aux parlementaires, mais c'est aussi aux jeunes d'aller parfois vers l'information, de faire en sorte quand même de s'intéresser au débat citoyen pour que chacun de son côté puisse jouer sa partition. Merci Esther. La jeunesse est prise en compte, mais il faut faire encore plus d'efforts. C'est ce que je retiens de ton intervention et celle également de Youkaï. Moi, je vais me tourner maintenant vers les parlementaires pour leur demander quelle est leur perception de la jeunesse francophone. Est-ce qu'ils ont une idée claire aujourd'hui des attentes des jeunes francophones, de l'espace francophone? Peut-être qu'on va demander à Madame, je vois Geneviève, ouais. à Madame Geneviève, ouais. D'ici la fin, je vais retenir le nom de famille, je vais y arriver. Oui, pas de souci. Je pense que ma jeune sœur a totalement raison. Et je pense que la première des choses que les jeunes doivent d'abord capitaliser, c'est qu'ils aient un intérêt, qu'ils s'intéressent aux affaires parlementaires. Et lorsque nous débattons ou nous examinons des projets ou des propositions de loi, il y a de plus en plus de mouvements citoyens dans notre pays qui sont animés par des jeunes, qui sont très attentifs à toutes les questions qui se discutent au Parlement et de manière anticipative, ils apportent leur compréhension, leurs attentes, leur attendement
Mais en dehors de ça, nous avons un mouvement au sein de notre Parlement, un réseau des jeunes parlementaires qui s'installe aussitôt que la législature commence. Et à travers ce réseau, de manière permanente, c'est le contact que nous avons parce que même ce réseau, quand nous travaillons dans les commissions, moi je suis membre de la commission politique, administrative et juridique de notre Parlement, j'ai vu des jeunes porter leurs desiderata, porter leurs préoccupations lorsque nous étions en train d'examiner certaines lois. Et ça, c'est très important. Mais il est vrai que nombreux d'entre eux, parce que nous sommes un pays où la majorité de la population, c'est les jeunes et les femmes, il faut également dire que les jeunes des milieux urbains, ils sont plus favorisés parce qu'ils ont accès aux médias, ils ont accès aux réseaux sociaux par rapport aux jeunes des milieux reculés, des milieux enclavés. Ça, donc, il y a quand même un rythme à deux vitesses entre la manière de percevoir les questions qui se traitent au Parlement des jeunes qui vivent dans les milieux urbains par rapport à ceux qui vivent en milieu reculé où ils ne peuvent pas avoir accès aux médias. Mais avec ce réseau de jeunes parlementaires, ça fonctionne très bien. J'ai parlé encore avec le président aujourd'hui. Je crois nous sommes 500 députés. Quand on les considère jusqu'à 40 ans, ils sont plus ou moins 90, un peu moins que 20%. Mais je pense que l'essentiel, c'est d'abord qu'ils acquièrent l'expérience et qu'ils sachent qu'ils sont le porte-parole des autres jeunes. Mais comme députés, nous avons établi des mécanismes de collaboration avec les jeunes parce que tous les 3 mois, nous devons rentrer à nos bases respectives. Et lorsque nous avons des échanges, nous privilégions vraiment la catégorie des jeunes, la catégorie des femmes, de manière à intégrer leurs préoccupations et nous battre de manière à ce que nous puissions intégrer ces préoccupations dans les lois que nous devons prendre. Et nous ne nous arrêtons pas là. Même quand les lois sont promulguées, nous battre comme leurs représentants de manière à ce que ces lois soient appliquées à la faveur des jeunes. Merci, Madame Inagozi. Je vais me tourner peut-être vers M. Levra également. Quelle est votre perception de la jeunesse francophone? Bon, elle est multiple, forcément comme la francophonie. On vient d'entendre ma préopinante indiquer les distinctions qui existent entre jeunes des régions urbaines et jeunes des régions rurales. C'est quelque chose auquel je peux souscrire, mais il y a aussi des différences entre les jeunes d'un État, d'un autre. Pour nous, c'est un défi permanent d'essayer de saisir l'état d'esprit et les priorités de la jeunesse de notre pays déjà et de trouver des stratégies pour une inclusion plus forte. Sur le plan de la commission que j'ai le plaisir de présider, donc la CECAC, on a produit un rapport sur la participation des jeunes à la vie politique qui mettait un peu les mêmes priorités que celles de notre collègue canadien tout à l'heure. Et ce n'est pas étonnant parce que le rapport était porté par la section québécoise, si je me souviens bien. Et c'était des logiques d'éducation, d'inclusion, de participation autour du Parlement des jeunes, de ce type d'expérience. J'ai pour ma part en Suisse, je suis parlementaire suisse, enfin sénateur suisse, j'ai 3 petits exemples qui montrent que la jeunesse sait se faire entendre quand c'est nécessaire. Le premier, c'est les grèves pour le climat, tout le mouvement climatique qui a dominé en fait les 18 derniers mois avant que l'actualité soit rattrapée par le Covid. On était dans un débat climatique très fort qui avait été posé par la jeunesse, en tout cas chez nous. Le deuxième exemple, c'est ce que nous on appelle la vague rose. C'est l'élection massive de jeunes femmes au Parlement sur la thématique de l'égalité entre les genres. Et là aussi, avec une forte mobilisation populaire, une forte mobilisation de la société civile. Imaginez la Suisse, qui n'est pas un pays où les gens ont tellement l'habitude de manifester. On s'est retrouvé en juin dernier avec 500 000 femmes dans la rue pour 8 millions d'habitants. Ça représente quand même, à l'échelle de la Suisse plutôt tranquille, un véritable tremblement de terre, qui s'est traduit ensuite dans les urnes au moment du vote. Et le troisième exemple qui est intéressant et qui nécessiterait, je pense, un débat un peu plus approfondi dans la francophonie en général, c'est l'Assemblée nationale en Suisse, le Conseil national, qui vient de voter cette semaine
un abaissement de l'âge de vote des jeunes à 16 ans. On a actuellement un âge de vote à 18 ans. La Chambre basse considère qu'il faut abaisser cet âge de vote à 16 ans. Et dans une logique de participation et d'inclusion, parce qu'on est dans une société, contrairement évidemment à l'Afrique, on est dans une société qui vieillit, où le poids des retraités a toujours davantage d'importance. Et on considère qu'il faut rééquilibrer tout ça en étendant le droit de vote et de participation aux plus jeunes. Ça va être intéressant. Le débat commence, mais on a une première décision de l'Assemblée fédérale, de l'Assemblée nationale, qui va dans cette direction-là. Il faudra maintenant que le Sénat s'en occupe. Mais cette participation, cette extension de la participation aux plus jeunes doit faire débat, notamment dans les sociétés vieillissantes. La perspective est peut-être un peu différente dans des sociétés où il y a une forte croissance démographique. Ça, c'est un débat un peu différent. Merci, monsieur Juste Lévra. une question de compréhension. Une question de compréhension, s'il vous plaît. Oui, lorsque le collègue parle du droit de vote à 16 ans, c'est-à-dire que le droit d'éligibilité aussi. Donc, à 16 ans, les jeunes peuvent se porter candidats. Non, dans le projet qui est actuellement débattu, c'est un abaissement du droit de vote à 16 ans et le maintien du droit d'éligibilité à 18 ans en Suisse. Mais c'est des objets à débattre. Je trouve que ça a le mérite de lancer une discussion qui est intéressante en francophonie. Finalement, à 16 ans, pour la Suisse, on a une majorité sexuelle, on a une part des droits civiques, une part des droits civils, et c'est pas déraisonnable d'avoir une part des droits civiques aussi. Enfin, en tout cas, ça mérite d'être débattu, et c'est un sujet intéressant. Tous les cas dans les états vieillissants. Merci M. Lévra. M. Ngayap, avez-vous une perception claire de la jeunesse au niveau de vos différents parlements et est-ce qu'il aussi il est possible d'envisager l'abaissement également du droit de vote à 16 ans en Afrique et notamment au Cameroun? Oui, j'aurais aimé dire d'abord au début que peut-être une des formations d'enseignants m'amène à dire d'abord que nous avons choisi un axe de réflexion pour cette journée internationale de la démocratie, la composante jeune, mais il faut qu'on sache qu'il y a une problématique globale d'inclusivité des groupes dits marginaux à la participation à la vie politique. On aurait pu imaginer, et je suggère que l'année prochaine, ce soit par exemple femmes et démocratie, et que l'année d'après, ce soit les groupes les populations vulnérables et démocratie. Je crois que nous sommes dans un mouvement global d'inclusion de tous ces groupes à la vie politique. Donc, on admet qu'aujourd'hui, en compte tenu du temps, on parle simplement des jeunes. Donc, c'est important de signaler que... Vous avez certainement raison. Vous avez certainement raison, comme c'est une toute première fois. Et bien sûr, non, je suis d'accord avec vous. Je suggère que l'année prochaine, qu'on prenne un autre groupe et l'année d'après, un troisième groupe dit marginal. À partir de là, je pense que l'essentiel va dans le cadre de la participation des jeunes à la vie politique. Et lorsque Yuka dit tout à l'heure que, non, c'est Esther qui disait que les jeunes découvrent parfois des lois promulguées sans savoir par quel processus elles sont arrivées à cette promulgation. Je pense que dans beaucoup de démocraties, notamment en Afrique francophone, il y a le système de publication des débats parlementaires, notamment les questions orales au gouvernement sont chez nous diffusées soit en direct, soit en différé sur les différentes chaînes de télévision, ce qui fait que les jeunes et les populations en général qui s'intéressent à la vie politique ont le temps de voir comment évoluent les processus législatifs et les débats sur les questions orales au gouvernement. Donc, c'est important qu'on intègre cette dimension publicité des débats dans la vie politique. Ensuite, il y a la question de la participation électorale. S'agissant de la proposition en débat en Suisse, je me réjouis de cette évolution. Nous, au Cameroun, la majorité électorale est encore à 20 ans, mais il y a un débat qui date de près de 20 ans, sinon plus, sur l'abaissement de cette majorité électorale à 18 ans. On n'y est pas encore arrivé sur le plan législatif, mais je pense que c'est un processus qui devra aboutir et je me réjouis que la Suisse, par exemple, ait déjà anticipé sur ces évolutions en abaissant le droit de vote à 16 ans. Mais je pense que notre combat à notre niveau au Cameroun
c'est déjà le ramener à 18 ans. Ensuite, il y a la participation des jeunes par les inscriptions sur les listes électorales. Il faut qu'un engagement fort des jeunes soit fait pour qu'ils s'inscrivent massivement sur les listes électorales. C'est ainsi qu'on commence à participer à la vie publique, en même temps que, une fois que les élections sont convoquées, pour ce qui nous concerne au Cameroun, nous avons un code électoral qui prévoit à la fois la participation des femmes et la participation des jeunes. Aucune liste de candidats ne peut être acceptée si les femmes n'y figurent pas. Elle est rejetée d'office. En ce qui concerne les jeunes, ils sont considérés comme des catégories sociologiques, au même titre que les personnes handicapées ou les groupes ethniques. Si ces groupes ne sont pas représentés sur une liste électorale, une liste de candidats, la liste est également rejetée. Donc, vous voyez qu'on prend des mesures pour que les jeunes et les femmes, pour un autre point, soient intégrés d'office comme candidats sur les listes des candidats aux différentes élections, que ce soit législatives ou municipales ou régionales. Nous avons des élections régionales qui auront lieu dans 2 mois chez nous. Et la même loi électorale s'applique. Une liste qui n'a pas de femmes comme candidat est rejetée d'office. Donc, il y a toutes ces évolutions qui permettent qu'à la fin, c'est également important qu'un plaidoyer soit mené pour que même au niveau exécutif, que les jeunes soient plus présents dans les gouvernements, parce qu'on sait bien quelle fraîcheur ils apportent dans la conception des politiques publiques, et non simplement pour eux-mêmes, mais pour l'ensemble de la société. C'est en renouvelant le personnel politique qu'on aura davantage d'ouverture sur le monde. Mamadou, vous permettez? Oui. Peut-être rapidement, oui, avant qu'on ait pas ça. Oui, rapidement. En République démocratique du Congo, l'âge de vote, c'est 18 ans. Et c'est l'âge d'éligibilité aussi. Donc, à 18 ans, vous pouvez être candidat, vous pouvez vous présenter aux élections législatives, sénatoriales et autres. Mais, et même l'âge pour être candidat président de la République, c'est 25 ans. 30 ans, c'est 30 ans. Je pense qu'à partir de ça, vous comprenez déjà que c'était vraiment pour donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir postuler même à la fonction la plus haute de notre pays. Et lorsque Esther parle des lois qui sont promulguées sans que les jeunes les sachent, je suis quand même surprise parce que le processus de promulgation d'une loi est très long. Il part de la conception, il part de la conception même de la préparation du projet ou de la proposition. C'est soit que ça vient du gouvernement ou encore que c'est à l'initiative d'un député. Et c'est traité en commission, en plénière. Et puis, comme nous sommes un parlement à 2 chambres, nous avons le Sénat et l'Assemblée nationale. Lorsque une chambre a terminé en première lecture, il l'envoie dans une autre chambre et ça prend beaucoup de temps jusqu'à la promulgation. Nous avons une chaîne parlementaire sur laquelle sont diffusés tous les travaux parlementaires. Donc, je parlais plus haut de l'intérêt que les jeunes doivent avoir aux travaux parlementaires parce que toute cette procédure, en tout cas pour une personne qui est intéressée, doit suivre. Donc, la promulgation d'une loi ne part pas d'aujourd'hui à demain ou à une semaine, non. Généralement, c'est un processus qui est très long et qui doit susciter de l'intérêt. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, ils viennent. La dernière fois, par exemple, on a examiné une loi qui porte sur les personnes avec handicap. En tout cas, nous avons eu toutes les organisations ou plusieurs organisations des personnes vivant avec handicap qui sont venues et chez nous, nous permettons même que la cible ou les personnes concernées participent au débat, mais ça sans voix délibérative. Donc ça, c'est vraiment, les jeunes doivent beaucoup s'intéresser à ces questions-là, doivent suivre l'actualité et parce qu'ils le suivent, et surtout qu'il y a une publicité autour, il y a une chaîne en permanence, une chaîne parlementaire qui diffuse à longueur des journées les travaux, les débats et même dans les commissions, les personnes extérieures peuvent prendre part. D'accord. Merci beaucoup, madame. Nous avons avec nous Youssef Arif, chef unité jeunesse, sport et citoyenneté qui veut prendre la parole. Et ça tombe bien parce que nous avons également une question qui concerne la francophonie institutionnelle globale. De quelle façon la francophonie institutionnelle peut mieux répondre aux aspirations démocratiques de la jeunesse francophone? Nous allons
demander à M. Arif de faire rapidement une brève intervention avant de nous tourner vers Esther et Yougaï pour qu'ils puissent répondre également à cette question-là. Merci, cher Mamadou. Bonjour à toutes et à tous. La francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie, l'ensemble des membres de la charte de la francophonie ont organisé très récemment une très grande consultation donc à l'échelle de l'espace francophone. Et nous avons pu avoir près autour de 120 000 jeunes qui ont été atteints par cette consultation, avec une participation effective de plus de 10 000 jeunes, des contributions autour de 75 000 contributions et de 134 pays, dont 83 pays, États et gouvernements membres de la francophonie. Pour vous dire l'ampleur de la réponse de la jeunesse à cette consultation qui a été voulue et énoncée par Madame la secrétaire générale de la francophonie. Donc, et bien sûr, parmi les axes importants qui ont été soumis à l'appréciation des jeunes, c'est celui en fait de la participation citoyenne, démocratique et je dirais la place des jeunes dans la cité de manière générale. Il y a plusieurs préoccupations, collègues de Suisse parlaient un peu des priorités des jeunes. Bien sûr, les priorités des jeunes, elles sont partagées, d'ailleurs qu'elles soient de l'espace francophone ou d'autres espaces linguistiques, qu'elles soient du nord ou du sud. Après tout, il y a, je dirais, le facteur commun qui est celui des jeunes, de ce moment de vie qui est cette jeunesse et qui, nous le voyons au niveau de l'espace francophone, ont quel que soit l'environnement dans lequel ils évoluent, quel que soit, je dirais, l'espace, ils ont un dénominateur commun. Bien sûr, c'est celui de la question de l'emploi, la question du bien-être, de la santé, la question de l'entrepreneuriat, la question aussi la participation citoyenne. Si on prend juste cet élément-là, on voit que les jeunes, bien sûr, souhaiteraient avoir une place qui leur revient dans, je dirais, les espaces de décision. Ce n'est pas forcément que ce soit à l'intérieur d'un parlement, que ce soit à l'intérieur, mais disons dans les cercles de décision. Et je pense que, bien sûr, vous l'avez cité, monsieur Gaillard, vous avez dit qu'il faut voir les jeunes, mais on les voit un petit peu comme si c'était une minorité. Je pense que le regard que nous devons avoir vis-à-vis des jeunes, c'est aussi de changer de paradigme, de ne plus voir les jeunes uniquement en tant que cible, mais l'avoir en tant que cible et surtout en tant qu'acteur. Et à partir du moment où on considère que la jeunesse est un acteur, il faut qu'on puisse à la fois dans l'ensemble je dirais, de processus, leur permettre, à travers différents moyens, la technologie aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça, à travers une vraie éducation citoyenne qui peut être sur l'échelle, je dirais, de la formation d'un jeune et de pouvoir aussi leur donner les moyens de savoir ce que c'est la participation citoyenne. Il ne suffit pas de... qui parfois, ça peut être des prévaloirs en disant, bah voilà, je fais participer les jeunes. Donc, c'est aussi, il y a une éducation à la citoyenneté qui est très importante et qui doit être présente. Donc, pour vous dire que à travers cette consultation, vraiment, on peut dire aujourd'hui qui est représentative de la jeunesse de l'espace francophone, c'est une jeunesse que nous savons tous est le futur de la francophonie, donc à travers l'aspect démographique, mais l'aspect démographique en soi, je dirais, est très encourageant, mais aussi parfois peut-être, je dirais, le revers de la médaille peut être très inquiétant. Parce que cette jeunesse-là, on doit aussi voir au-delà du démographique, comment on peut en fait, le fameux dividende démographique, comment on peut en fait se servir justement de cette potentialité pour que les jeunes puissent participer dans, je dirais, il y a les aspects électoraux, il y a l'aspect politique, mais au-delà, dans l'aspect vraiment je dirais, de la construction de l'avenir de son pays et l'avenir plus globalement de sa région et encore partout du monde. Donc, je pense que avoir participé au RDC justement sur un projet que nous avions au niveau de l'OIF, c'était la mise en place d'un pacte francophone pour la jeunesse
et j'avais mené des discussions avec notamment les jeunes, les représentations des jeunes dans les partis politiques et de la société civile. Et nous voyons très bien qu'il y a déjà à l'intérieur même des partis politiques, ou disons du monde politique, je dirais cette fragmentation qui commence à apparaître entre les jeunes et leurs aînés. Et on entend parfois dire, y compris dans les partis politiques, jeunes votent pour jeunes. Donc, je pense que ce qui est vraiment très intéressant, c'est de ne pas avoir cette fragmentation, mais être aussi dans la considération des jeunes, dans leur participation effective, mais sans oublier aussi tout l'aspect intergénérationnel, parce que les jeunes ne sont pas contre les aînés et inversement, et je vais arrêter là, cher Mamadou. Les jeunes ne sont pas... Ouais, voilà, mais c'est de construire en fait, la société vraiment en profitant de l'opportunité, des potentialités des jeunes, mais aussi dans cette construction positive de la société avec leurs aînés, et donc je dirais le dialogue intergénérationnel qu'on peut avoir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Arif. On va demander à Esther, qui demandait la parole aussi pour un droit de réponse à Mme Inagozi, mais aussi surtout ce qu'elle pense à ce que la francophonie institutionnelle peut apporter aux jeunes francophones. Merci beaucoup, Mamadou. Premièrement, c'est déjà heureux de savoir que dans certains pays, le débat parlementaire se fait sur des chaînes de télévision. Malheureusement, au Bénin, on n'est pas encore là. C'est vrai que nous avons une radio dédiée à l'hémicycle où les débats passent, mais pour le moment, les questions posées au gouvernement ne sont pas encore sur les ondes, c'est beaucoup plus dans les journaux. Et pour qui sait que la majorité de notre population en Afrique est analphabète, pour ne pas dire, ne lit pas forcément le français, il est plus difficile de participer à ce débat et d'être informé au même rythme que les personnes qui vivent au milieu urbain. Et pour aller plus loin, alors je ne parlais pas forcément de la promulgation d'une loi, mais plutôt du processus de vote. Donc, parfois, des lois vont en commission, sont étudiées et même votées au niveau des députés, sans même que les populations ne soient informées. C'est bien plus tard, en fait, qu'on découvre quand même qu'il y a une telle loi qui existe. Et en termes de promulgation, au Bénin, par contre, ce qu'on observe souvent, c'est que des lois sont votées et ne sont jamais promulguées. Je ne sais pas forcément comment ça se passe dans d'autres pays, mais au Bénin, nous avons quand même fait l'expérience d'une loi en santé sexuelle et reproductive qui a été votée depuis 2003, promulguée, mais sans décret d'application. Vous comprenez forcément. Je voudrais réagir par rapport à ce point. Je voudrais réagir par rapport à ce point d'Esther. Monsieur Ngayab, rapidement, oui. Oui, je voudrais qu'Esther s'assure que ce qu'elle dit est basé sur des éléments prouvés, parce que j'ai animé plusieurs séminaires parlementaires dans de nombreux États francophones dans le cadre de la Commission des affaires parlementaires de l'APF, y compris donc à Cotonou. Je me souviens, donc ça suppose que j'ai une relative maîtrise des constitutions et des règlements intérieurs des chambres de ces pays. Dans la constitution du Bénin, comme dans la plupart de nos constitutions de l'espace francophone et même au-delà, lorsqu'une loi est votée par le Parlement, l'organe, l'autorité habilitée à la promulguer, généralement le président de la République, dispose d'un délai constitutionnel pour le promulguer. Dans la plupart des pays, c'est 15 jours après l'adoption de la loi. Le président de la République n'a pas l'opportunité de ne pas promulguer. C'est vrai que s'il ne promulgue pas, il peut demander une deuxième lecture de la loi. Il peut renvoyer la loi au Conseil constitutionnel ou à la Cour constitutionnelle pour vérification de la constitutionnalité de la loi. Mais tout cela est encadré par des délais qui l'obligent à promulguer la loi après un certain délai. Donc, je voudrais m'assurer qu'il y a bien des lois au Bénin qui ont été votées, mais préférence. Le doyen de la faculté qui est à quelques dizaines de kilomètres de Cotonou était un ami que j'ai rencontré et qui a animé certains séminaires parlementaires avec moi.
je veux me rapprocher de lui pour lui demander s'il a bien connaissance de lois votées au Bénin et non promulguées. Merci. Merci beaucoup. Juste pour compléter, Il nous reste deux thématiques qu'on n'a pas encore abordées. Peut-être qu'il va falloir aller un peu rapidement. Je vous donne 15 secondes. Si vous pouvez faire en 15 secondes. Oui, Il y a Esther aussi qui demande la parole. Oui, juste pour compléter, pour Esther, la promulgation de la loi, même en République démocratique du Congo, est la responsabilité du président de la République. Ceci veut dire qu'une loi a déjà été examinée et votée dans une première chambre, ça peut commencer par le Sénat ou l'Assemblée nationale, est réélue par la deuxième chambre et envoyée au président de la République. Et pour les cas de loi organique, le président de la République l'envoie à la Cour constitutionnelle pour le contrôle de conformité à la Constitution. Le président de la République a également la latitude de la renvoyer à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. Mais alors, lorsque même le président de la République l'a promulguée dans un délai, parce qu'il y a des délais, 15 jours, et la loi doit être publiée au journal officiel. Donc, toutes les lois qui sont promulguées sont publiées dans le journal officiel. Merci beaucoup. Mais en fait, le problème n'était pas... Esther, si on peut aller rapidement. Il est important de clarifier parce que ce n'est pas totalement mon idée. Mon idée, je dis qu'il y a des lois qui sont promulguées au Bénin, mais qui n'ont pas de décret d'application. Par conséquent, ces lois... C'est autre chose là. Hein? Là, c'est autre chose maintenant. Oui, effectivement, c'est deux choses. C'est tout à fait autre chose maintenant. Bien. Les mesures d'application, c'est une chose. La promulgation de loi, c'est une autre. Bien. Mamadou, je pense qu'on peut donc aller au deuxième thème. Hein, le débat est intéressant, mais on va passer rapidement à la mobilité, qui est aussi l'un des défis majeurs et tout. J'allais demander à Yukai rapidement, est-ce qu'il parle, si on prend son exemple, et au-delà de Yukai, donc l'ensemble des jeunes francophones, est-ce que vous parvenez aujourd'hui à vous identifier comme francophone parce que vous parlez le français? Yukai et peut-être Esther viendra en seconde position avant d'aborder la question de la mobilité. Oui, absolument. Et je pense que pour faire un lien avec ce que tu disais tantôt, Mamadou, par rapport à l'apport de la francophonie institutionnelle aux aspirations démocratiques des jeunes, je crois que dans le domaine de la mobilité, la francophonie institutionnelle peut jouer un rôle majeur en instituant un programme d'échange étudiant de type Erasmus en Europe, qui permettra un échange plus facile entre les étudiants universitaires et les professeurs au sein de l'espace francophone. Ça peut être par un visa, ça peut être par un visa francophone ou un programme de mobilité étudiante, mais qui va vraiment, d'une part, permettre aux jeunes d'établir plus de ponts entre eux et d'autre part, avoir une idée de ce qui se passe ailleurs que de son pays au sein de l'espace francophone afin de construire ensemble cette identité francophone de jeunes et qui est essentielle, à mon avis, pour l'avenir de la francophonie. Merci Yukai. Esther, peut-être un mot à dire là-dessus rapidement. Oui, je répondrai plutôt à la question liée à la façon dont la francophonie institutionnelle peut mieux répondre aux aspirations démocratiques des jeunes. Et à ce niveau, comme le directeur de la jeunesse, pour la consultation des jeunes qui a été récemment faite, on a vu la forte mobilisation des jeunes. Et ce sur quoi les jeunes s'attardaient le plus, c'est la prise en compte de leur voix. C'est important qu'aujourd'hui, qu'après les consultations, que les aspirations des jeunes soient réellement portées et que ce ne soit pas une consultation pour une consultation, mais qu'on sente dans l'évolution de la francophonie que les jeunes ont réellement une place. Merci Esther. Monsieur Lebras, serait-il pertinent? Mamadou. Oui. Mamadou. Oui, je reviens, M. Ngayab, je reviens à vous. Juste une motion d'ordre. D'accord. Notre programme contient trois thèmes principaux. Oui. Nous avons pratiquement épuisé 1 heure sur un seul thème. Il nous reste à peine 30 minutes pour les deux autres thèmes. Nous sommes dans la deuxième sous-thématique comme ça. Et bientôt, on va aborder la dernière sous-thématique qui va porter sur la francophonie. Il faut que je me retrouve dans mes papiers. Le débat était ouvert tout de suite là, c'est un peu compliqué. Mais je reviens rapidement à M. Evra avec cette question. Serait-il pertinent de créer un passeport francophone quand on sait que démocratie rime également avec liberté de circulation? Oui. Oui, l'exemple européen, vous avez raison de le citer. L'Union européenne
a probablement profité dans sa légitimation par les populations massivement du programme Erasmus. Non seulement c'est un programme qui a permis à des dizaines de milliers, des centaines de milliers en fait, de jeunes de découvrir un autre pays européen, d'y vivre durant une certaine période, mais c'est surtout un effort commun pour favoriser la circulation dans l'espace européen. La commission que je préside a traité cette question de la mobilité à plusieurs reprises. Et je pense qu'il est juste que les jeunes, que le Parlement francophone des jeunes, que les jeunes des pays membres de la francophonie fassent pression sur cet objet. D'abord parce que sur le fond, c'est évidemment un moyen de renforcer les liens qui nous unissent, mais aussi parce qu'on est très en retard par rapport à la politique migratoire ou à l'offre migratoire de l'espace anglophone. On se rend compte que les universités américaines, les universités anglaises sont très actives dans le recrutement de jeunes talents dans l'espace anglophone, qu'elles ont sur le monde scientifique une attractivité que les grandes écoles françaises ou francophones peinent à exercer, et que trop souvent encore en francophonie, on se heurte aux réflexes policiers, disons, ou aux réflexes souverainistes des États en politique migratoire, et ça nous fait manquer des opportunités. Ça nous fait manquer des opportunités pour les uns et pour les autres d'améliorer la qualité de nos échanges. Ça vaut du reste aussi, puisqu'on se retrouve sur une plateforme digitale, ça vaut aussi pour les cours massifs en ligne, où la plupart des offres intéressantes en matière de cours massifs en ligne sont encore malheureusement proposées en anglais, malgré des efforts importants qui ont été faits au cours des dernières années. On est obligé de reconnaître que l'offre en matière de formation reste sur le plan digital beaucoup plus abondante, beaucoup plus structurée en anglais qu'elle l'est en français. La francophonie, sous l'impulsion de l'AUF, a fait de gros efforts, mais il reste insuffisant. Merci, M. Lebras. Oui. Oui. Voulez-vous intervenir sur la mobilité, effectivement Oui, alors sur la mobilité, la question essentielle que vous avez posée, celle du passeport francophone, je voudrais exprimer mes réserves par rapport à l'aspect favorable de M. Lebras sur cette question. Il faut savoir que les passeports communautaires, disons comme ça entre guillemets, comme le droit de vote dans les communautés d'État, sont des processus de parachèvement des systèmes d'intégration économique. Regardez un peu partout dans le monde, lorsqu'on arrive à ce stade de passeport communautaire, de droit de vote d'ensemble d'États, on est pratiquement au bout du parachèvement des processus d'intégration économique. On commence par s'intégrer économiquement et d'avoir des raisons valables pour passer au stade supérieur, droit de vote, passeport communautaire. Imaginez un peu là qu'on commence tout de suite à faire un passeport de la francophonie. Je ne sais même pas d'abord si les grands États occidentaux, membres de la francophonie, vont écouter même cette doléance-là. Ce sera un contournement des frontières. À partir du moment où il y a un passeport européen, il y a un passeport nord-américain ou autre, si on commence à créer un passeport francophone, les politiques migratoires qui sont mises en place dans les pays déjà intégrés économiquement vont se dire c'est un contournement pour entrer dans les pays dans lesquels par la voie normale on ne peut pas entrer. Imaginons qu'il y ait un passeport francophone. Tous ceux qui demandent à entrer dans les États Schengen n'auront plus besoin des procédures pour y entrer, ils auront leur passeport francophone. Donc je pense qu'il faut... Je m'excuse, je crois que la question, peut-être si je peux simplement recadrer ça, la question c'est évidemment pas de créer un passeport francophone. Ça, les objections... C'est sa question. Non, pas du tout. C'est la question de Mamadou. Pas du tout. Il posait justement la question d'un visa étudiant, d'une circulation facilitée des étudiants dans l'espace francophone.
C'est ça la revendication C'était pas sa question, gouvernement maintenant. francophone des jeunes et je trouve ça très intéressant en fait. C'était pas sa question. Si, Oui. si sa question est formulée, Je ça peux- va. Je peux intervenir? Je vais peut-être préciser Je avant peux- de je peux laisser la parole à placer un mot à ce stade? Madame Inagozi. En fait, c'est qu'il Oui. il faut savoir, par passeport ici, que ce soit passeport ou visa, juste c'est un moyen pour pouvoir faciliter la circulation des jeunes, notamment francophones, dans l'espace francophone. Donc, ça peut prendre, par exemple, pour ceux qui se rendent pour des études ou pour certains boulots, notamment en France, il y a ce qu'on appelle le passeport talent. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est donné à une catégorie de personnes qui leur facilite un peu la tâche dans le boulot. En francophonie, la question était beaucoup plus posée, notamment pour les artistes et souvent pas pour les étudiants. Moi, je me rappelle pour le programme Volonté internationale de la francophonie, certains, par exemple, qui avaient été recrutés pour être des volontaires, notamment au Canada ou dans d'autres pays, ils n'ont pas pu avoir le passeport et ils n'ont pas pu avoir le visa pour y aller. Donc, ça posait un réel problème pour la jeunesse francophone. Et je voudrais bien intervenir dessus, mon cher Mamadou. Ouais. Je souhaite intervenir Mais juste après Madame. parce que nous intervenons à la suite de ce que le conseiller a dit. Peut-être qu'il peut intervenir à la fin. Je suis moi aussi tout à fait réservé à l'idée qu'aujourd'hui, les pays francophones, surtout les pays francophones d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs, puissent accepter l'idée d'un passeport francophone. Ceci veut dire que dans les contextes actuels où l'immigration est vraiment l'épine dorsale de toute leur politique, que tout tombe et que tout le monde peut se déplacer comme il veut, quitter l'Afrique francophone pour aller dans un autre pays, ça, en tout cas, je crois qu'on a encore plusieurs années devant nous. Mais je ne suis pas contre l'idée d'avoir des catégories de personnes pour lesquelles les facilités peuvent être envisagées. Il y a notamment les étudiants, parce qu'il faut favoriser la circulation des jeunes. Il y a les étudiants, il y a également les chercheurs, il y a également des professeurs d'université pour les échanges d'expériences qui peuvent obtenir des facilités. Mais aujourd'hui, on ne peut pas concevoir qu'il y ait un passeport. Ceci veut dire que vraiment, les frontières sont ouvertes et que tout le monde peut aller là où il veut en tout moment, alors qu'il y a déjà un problème. Parce que même dans les régions ou les sous-régions, il y a des groupes régionaux, des groupes sous-régionaux qui ont 3 pays, 5 pays, 10 pays. La libre-échange n'est pas encore établie de manière formelle, mais ça sera difficile que la circulation s'effectue, surtout des continents vers d'autres, avec tous les problèmes d'immigration que nous connaissons aujourd'hui. J'émets quand même des doutes. Oui. Merci honorable. Je sais que la question tient à cœur à Esther notamment et Yukai, qui se sont fait porte-parole même devant le chef d'État à Erevan. Avant de revenir vers eux pour leur donner la parole, Monsieur Arif voulait parler peut-être rapidement de ce sujet-là, parce que ça concerne un peu sa direction. Oui, qui est devenue une unité maintenant. Merci, et tu en es une preuve vivante. Pour avoir bénéficié de programmes de mobilité de volontariat de la francophonie. Non, je veux très rapidement répondre à Esther pour dire, bien sûr, dans le cadre du cinquantenaire, la secrétaire générale a souhaité lancer cette consultation. Ce n'est pas juste pour demander l'avis aux jeunes, mais c'est vraiment pour construire la francophonie de demain et la construire ensemble avec la jeunesse francophone. Et donc, on vient de clôturer cette consultation, on va avoir le rapport, et donc derrière cet acte-là, c'est de pouvoir aussi, et la francophonie, d'abord l'OIF elle-même en termes programmatiques, de mettre en place un certain nombre d'actions qui vont être issues de la consultation et des priorités de jeunes. Et ensuite, nous partagerons l'ensemble des résultats avec nos États et gouvernements et avec les partenaires de la francophonie. Donc ça, je peux vous assurer qu'il y aura de la suite par rapport à cette consultation qui n'est pas faite uniquement, je dirais, de manière juste pour mesurer la température dans l'espace francophone. Deuxièmement, effectivement, la question de la mobilité et du volontariat et les différentes formes de mobilité. Je crois qu'il nous appartient en francophonie d'imaginer des formes de mobilité. Bien sûr, on part de modèles Erasmus, on part de différentes choses. On part du visa francophone, etc. Et effectivement, M. Ngaya a très bien, en termes géoéconomiques, géopolitiques, il y a des constructions d'espace qui achèvent un certain nombre d'éléments qui leur permettent d'arriver à ce type d'action de mobilité interne.
Mais je pense qu'il nous appartient vraiment de réfléchir à plusieurs formes de mobilité, des mobilités qui soient, je dirais, très axées sur, d'abord, par rapport à des projets des jeunes. Et je pense que c'est très important qu'on puisse identifier, les jeunes eux-mêmes identifier ces projets, des priorités de ces projets à travers les différents objectifs de développement durable pour pouvoir construire des parcours de mobilité. Je pense que c'est très important, des mobilités régionales, internationales, des combinaisons de mobilité. Et nous avons, comme l'a dit notre collègue de l'APF, effectivement, l'AUF fait beaucoup de choses en termes de mobilité. La francophonie le fait. Vous savez que le volontariat international de la francophonie, c'est parmi dans l'écosystème des volontariats francophones, parmi celui qui développe le plus de mobilité sud-nord. Et donc, il faut quand même qu'il y ait en fait une vraie convergence entre l'ensemble des actions de mobilité. Nous avons des grands acteurs nationaux, internationaux, francophones, et il faut vraiment qu'on puisse avoir une réponse assez globale par rapport à cette question. Et certains, bon, l'OIF fait elle est d'ailleurs en train de revoir son programme, mais on ne peut pas le faire à un seul acteur, en fait. Maintenant, il y a... Oui, j'arrête là. Il y a des prérogatives d'État. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la francophonie que forcément on change les lois nationales, comme à l'ONU, comme par ailleurs. Donc, il y a des vraies réalités avec lesquelles il va falloir que ça soit discuté au sein des instances de la francophonie. Et je voudrais finir par un élément, et on se pose la question sur les jeunes, est-ce que leur appartenance à la francophonie. La consultation a montré que 4 jeunes sur 5 se reconnaissent et se sentent francophones, et ils ont la langue française comme socle, avec un accent très marqué autour de la question de la diversité culturelle et linguistique, autour du plurilinguisme. Et nous avons à peu près 3 jeunes sur 5 qui pensent partager plus de choses avec les jeunes de l'espace francophone qu'avec des jeunes d'autres espaces linguistiques. Et donc notre travail, aussi avant d'arriver à ces formes de mobilité, c'est aussi de renforcer le réseautage des jeunes à travers les différents espaces francophones. Il faut qu'on crée ces passerelles-là dans cet espace pour que les jeunes puissent discuter, etc. Merci, Mamadou. Merci, M. Harry. Avec la permission de Esther Youkaï, je vous avais promis de vous donner la parole pour revenir sur la mobilité. On va devoir passer à notre dernière sous-thématique qui concerne le développement durable et l'économie. Si Esther Youkaï sont d'accord, on va faire ainsi. Quand ils auront la parole, ils pourront revenir rapidement là-dessus. Juste un dernier point, si tu permets, Mamadou. J'aimerais ajouter que je partage totalement les préoccupations étatiques quant à la question des frontières. Mais inévitablement, la question n'est pas de remettre en cause ces préoccupations-là, mais bien de trouver un programme où l'OIF peut prendre l'initiative de proposer aux États membres d'avoir une meilleure mobilité pour les jeunes, pour les professeurs au sein des universités. Et je pense que cela correspond, à mon avis, à ce que M. Harry disait, des passerelles de discussion, de passerelles d'échange entre les jeunes des différents continents au sein de l'espace francophone, afin de permettre une construction plus forte de l'identité francophone et un meilleur échange au niveau des aspirations démocratiques, au niveau du développement, au niveau de la construction des sociétés plus prospères. Et cela peut se faire sans remettre en question, sans nécessairement d'avoir un passeport francophone, mais inévitablement un programme ou un visa même, et à mon avis totalement envisageable à moyen terme. Merci Youkaï. Monsieur Gaillard, oui. Pensez-vous que les modèles économiques qui prévalent actuellement dans le monde sont en contradiction avec la situation environnementale de notre planète? Parce que aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup demandeurs de beaucoup de choses pour l'amélioration des conditions climatiques du monde. Et ça rentre aussi dans le débat intergénérationnel et qu'on peut prendre également sous un angle de démocratie participative. Et parfaitement. Nos modèles parfaitement. Je pense qu'il faut d'abord rappeler ce que c'est que le développement durable. C'est la conjonction entre l'efficacité économique, le progrès social, le tout dans le cadre de la protection d'un environnement et l'ensemble pour les générations actuelles et les générations futures. Voilà la définition du développement durable. À partir de là, on peut constater que
à la faveur de cette visioconférence qui a lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la COVID-19 et on se rend compte de quoi? Ce que cette COVID-19 a permis de montrer l'émergence de nouvelles formes d'économie. Tout ce qui est électronique, informatique, Internet a fait un boom extraordinaire depuis 6 mois. Maintenant, il n'y a plus de réunions d'APF, mais il n'y a plus de réunions en présentiel, mais uniquement en visioconférence. Tout ça grâce à Internet. Donc, tout ce secteur-là, les GAFA, ils ont multiplié leurs bénéfices par 5 ou par 10 au moment où l'économie traditionnelle s'est effondrée. Donc, au Cameroun, pour revenir à des choses plus simples, nous avons dans notre pays, dans la région qui est déclarée sinistrée aujourd'hui en raison de la crise dite anglophone, nous avons une petite ville qui est la capitale de la région du sud-ouest, qui s'appelle Bouéa, qui est au pied de la montagne, de la plus grande montagne du Cameroun, qui s'appelle le Mont Cameroun. Cette ville est construite sous les pieds du Mont Cameroun, qui est la grande montagne du Cameroun, 4100 mètres, qui est réputée aujourd'hui, depuis 3 ou 5 ans, comme la Mountain Valley, par analogie à la Silicon Valley, qui est développée uniquement par les jeunes. Je vous assure que c'est quelque chose qui mérite d'être diffusé au niveau du monde entier, parce que l'intelligence du Cameroun aujourd'hui est dans cette Mountain Valley où les jeunes sont en train de développer des startups d'une qualité extraordinaire qui montrent qu'au profit de cette COVID-19 qui a renversé les standards économiques en donnant une plus-value particulière à l'économie informelle, l'économie virtuelle, que les jeunes peuvent profondément et massivement rentrer dans ce créneau-là. Et il est évident que les jeunes ont l'intelligence d'Internet que les plus âgés n'ont pas. Donc il y a là un créneau pour eux, et qui est un créneau d'avenir. Et la COVID-19 a montré que c'est ça l'avenir, l'informatique, l'Internet. Et à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas match. Les jeunes vont gagner. Merci, M. Ngayab. Monsieur Levra, en quoi la démocratie participative peut apporter une amélioration de la situation environnementale dont la jeunesse, notamment francophone, est grand défenseur? Je crois que la jeunesse n'a pas attendu qu'on lui fournisse des instruments participatifs pour se faire entendre sur la cause du développement durable. Je vous l'ai dit auparavant, on a vécu l'an dernier des manifestations monstres durant des mois sur la question du CO2, sur l'exigence de la jeunesse de décarboniser notre économie. Ils ont créé une pression politique qui est palpable, que vous vivez au quotidien dans mon pays. À titre personnel, je m'en réjouis, mais même celles et ceux qui pensaient que l'énergie du pétrole ou du charbon avait un avenir sont aujourd'hui obligés d'infléchir leur position parce qu'ils se rendent bien compte que l'attente de la jeunesse, d'une part importante de l'électorat, va dans une direction différente. Et ce à quoi on a assisté, c'est au surgissement d'une thématique qui était jusqu'à présent traitée dans le champ politique, mais un peu à égalité avec d'autres soucis. Aujourd'hui, la question de l'urgence climatique, elle est au centre du débat politique. Et je pense qu'elle va y rester parce que les questions qu'elle pose sont des questions de développement de nos sociétés, d'un modèle économique sur lequel on construit ce développement, et on ne pourra pas faire l'économie d'une réorientation de nos politiques. Ceci dit, je profite d'avoir la parole pour vous dire que malheureusement, je dois vous quitter pour la raison mentionnée par le docteur Ngayab tout à l'heure. En raison de la crise du Covid, j'ai une séance maintenant avec le ministre de la Santé. Il faut absolument que j'y participe. Vous savez que la Suisse, comme d'autres États, est fortement touchée par une deuxième vague. Merci, M. Levra, pour votre Merci participation. beaucoup. Bonne soirée à toutes et tous. C'était très intéressant. Merci à vous. Madame, oui, peut-être que si je... Comment est-ce que... Oui. Oui, allez, vous pouvez y aller. Oui, vous pouvez y aller, madame. Oui. D'abord, je reviens sur votre première question. Vous avez demandé si le modèle économique actuel est
en contradiction avec l'environnement. Oui, en revenant sur les 3 piliers du développement durable cités tout à l'heure par mon collègue Dr Ngayap, notamment l'économie, le social et l'environnement, je suis tout à fait d'accord de dire que le modèle économique actuel repose sur un système traditionnel où les populations croient que les matières premières sont disponibles au niveau infini, ou que les ressources énergétiques sont disponibles et qui ne seront jamais finies, et aussi que la planète a la capacité d'absorber les gaz à effet de serre. Alors qu'aujourd'hui, nous voulons plutôt des modèles économiques du futur qui consistent à créer de la valeur dans un monde qui a des ressources limitées. Aujourd'hui, on a des besoins qui explosent en termes d'urbanisation, en termes d'accroissement démographique, mais aussi un fort besoin en matières premières et énergétiques. Mais ici, il faut beaucoup privilégier l'énergie durable. Et pour ce qui concerne les jeunes, c'est vrai que tous les problèmes que nous avons eus ont créé de nouvelles opportunités. Et comme ces opportunités reposent sur la technologie, les jeunes sont le plus habilités à exploiter cette technologie. Et je pense que c'est vraiment une opportunité que les jeunes devraient saisir pour qu'ils participent et que leurs opinions, que leurs voix ou encore ce qu'ils font participent au développement, mais vraiment tenir compte du fait que les modèles traditionnels ne peuvent plus rien traduire, à savoir que toutes les matières que nous avons peuvent se terminer et bénéficier de toutes ces opportunités qui sont créées par le contexte actuel de la maladie à COVID-19. Merci, honorable. Yukai, comment une implication des jeunes en politique peut assurer le développement durable? Je pense que, comme ce que M. Lévray a dit tantôt, les jeunes ont des causes qui sont proches du cœur, donc notamment la question du changement climatique, notamment la question du développement durable. Et c'est des associations des jeunes de la société civile de faire pression sur les gouvernants pour que ces questions-là deviennent priorité sur l'agenda législatif afin de faire en sorte qu'on adresse ces questions de manière appropriée. Et je pense que la crise de la COVID, dans une certaine manière, quand on pense à la relance économique et sociale post-COVID, est d'une occasion qui va permettre de faire justement la transition économique vers un modèle plus durable, vers un modèle plus vert, un modèle qui va faire en sorte que nos États, nos sociétés soient mieux adaptés à la réalité du 21e siècle, où les ressources sont limitées et où les besoins sont de plus en plus criants. Et je pense que c'est avec cette transition-là que les jeunes pourront participer massivement à mettre de la pression sur les gouvernants afin qu'elle se réalise. Merci Yukai. Esther, je te retourne la même question. Comment une meilleure implication des jeunes en politique peut assurer le développement durable? Oui. C'est d'abord, dans un premier temps, par les sensibilisations. De plus en plus, les jeunes sont quand même plus informés sur les problématiques liées au développement durable, au changement climatique. Et pour les hommes du Bénin, il y a plein d'initiatives portées par des jeunes pour sensibiliser à la nécessité de retourner au vert. On a EcoRunning qui se charge d'aider quand même la population à diminuer l'utilisation des sachets plastiques. On a aussi d'autres projets qui permettent quand même de reboiser et même de sensibiliser les personnes qui ne sont pas allées à l'école, parce que le problème aussi, c'est au niveau de l'éducation. Les changements de comportement prennent plus de temps parce qu'on est tellement habitué à faire la même chose que quand quelqu'un vient nous dire que cela crée des ennuis à la planète, on se demande, mais la personne sort d'où? On l'a toujours fait comme ça. Et donc, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est que les jeunes puissent dialoguer avec d'autres personnes et aussi que l'éducation prenne en compte l'environnement, voir comment changer quand même le système éducatif pour qu'on ait plus de temps pour parler environnement et pouvoir sauvegarder ce monde. On arrive résolument vers... Oui, monsieur Ngayap, vous voulez intervenir? Oui, je voudrais peut-être conclure, je ne sais pas si on conclut déjà, sur une dimension, je dirais, holistique, pour qu'on voit comment, dans le monde actuel,
actuelle, la palette des directions économiques impacte sur le développement durable et également sur la jeunesse. Je vous ai perdu, je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. Ça va. Maintenant, vous nous entendez? Ou c'est toujours le... C'est bon maintenant? Je n'entends plus. Attends, je vais... Moi, je vous entends, hein, Geneviève. Moi, je vous entends. Mais si vous ne nous entendez pas, c'est embêtant. Ouais. Je regarde. Nous, on vous entend très bien. Votre micro est ouvert, oui, puisque nous on vous entend. Allô? Mamadou? Oui. Mamadou? Peut-être que oui. Son micro est coupé. Je ne sais pas si Geneviève nous entend maintenant. On peut continuer ça? Vous nous entendez? C'est bon. Oui. Que, oui, maintenant je vous entends. Mais j'ai vraiment raté ce que... Puisqu'on doit terminer normalement à 20, il est 17, on va poser juste une dernière question du monsieur. Ok. Mamadou, je disais simplement que aujourd'hui, les 5 grandes industries qui contrôlent l'économie mondiale sont l'industrie pétrolière, l'industrie automobile, l'industrie du tourisme, l'industrie pharmaceutique et les GAFA, l'industrie informatique et Internet. Les 3 premières industries sont écroulées avec la COVID-19. L'industrie automobile, l'industrie pétrolière et l'industrie du tourisme. Il reste les 2 autres industries, l'industrie électronique, informatique, Internet et l'industrie pharmaceutique. On voit bien pourquoi l'industrie pharmaceutique est en train de remonter, parce qu'il faut trouver de nouvelles solutions médicales aux pandémies de la planète. Donc, c'est important de se restructurer, même si l'industrie automobile va se restructurer en se dirigeant vers les formules hybrides ou tout électriques. Ça, c'est un travail qui va se faire plus lentement. Il est important de se recadrer vers les industries du futur, qui sont, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'industrie de l'Internet, de l'informatique. Donc, c'est là où les jeunes peuvent avoir leur avenir. Et je l'ai indiqué tout à l'heure, ils sont les mieux en capacité de se développer dans ce domaine, plus que les aînés. Merci, M. Ngayap. La dernière question, c'est de savoir quel héritage, après vos engagements, vos différents engagements démocratiques, vous allez laisser à la jeune génération. Ça, c'est la dernière question pour pouvoir conclure à Mme Geneviève et M. Ngayap. Vu qu'il ne reste que deux parlementaires avec nous. Et ensuite, oui, peut-être l'héritage que nous allons donner à la jeune génération, c'est d'abord toutes les lois que nous aurons votées ou dans lesquelles nous aurons participé et pour lesquelles nous aurons tenu compte des préoccupations des jeunes. Et surtout, travailler de manière à ce que l'éducation de jeunes soit une réalité dans nos pays et réduire cette disparité entre les jeunes des milieux ruraux et les jeunes des milieux traditionnels, mais également travailler de manière à ce que nous puissions introduire dans nos lois des mesures coercitives et des mesures contraignantes qui tiennent compte de la participation des jeunes dans les instances de prise de décision. Je dois vous avouer que si on tient encore qu'à la volonté dans les pays comme le nôtre, je pense en Afrique de manière générale, ça ne sera pas un acquis. Monsieur Ngayap disait tout à l'heure que les listes électorales qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas de jeunes, sont rejetées. Mais même quand vous avez des femmes et des jeunes sur les listes électorales, les lois actuelles ne garantissent pas leur éligibilité. Donc, nous aurons avancé à ce que nous puissions insérer dans nos lois de mesures coercitives, de mesures contraignantes qui font que, de n'importe quelle manière, quand il y a une liste électorale, qui est un quota pour les hommes, pour les jeunes, mais je lis toujours le problème des jeunes au problème des femmes parce qu'ils ont pratiquement les mêmes défis et qu'il y ait des quotas réservés aux jeunes pour être sûr qu'à l'issue des élections, nous allons retrouver des jeunes à un nombre précis au sein de nos parlements. Parce qu'il faut se dire que les élections dans nos pays, je ne sais pas, j'imagine comment ça se passe ailleurs, suscitent beaucoup de moyens surtout matériels que les jeunes n'ont pas. Donc, il est très difficile d'espérer avoir un nombre important de jeunes au Parlement, par exemple, ou dans d'autres instances.
électives s'ils n'ont pas de moyens de battre campagne ou de se faire élire en bonne et due forme. Merci, Madame Geneviève, Honorable Geneviève Inagozi. Je vous avais promis de pouvoir retenir votre nom d'ici la fin. Apparemment, merci beaucoup. C'est chose faite, merci. Oui, Mamadou, pour conclure sur ce point, oui. pour conclure sur ce point, Oui. Ce que les aînés peuvent léguer à la génération des jeunes au cours des prochaines années, c'est d'abord la démocratie. Hein, on a dit que c'est essentiel. Mais la démocratie ne coûte pas cher. Hein, c'est une question de volonté politique, du vote de bonnes lois. Et ensuite, ce qu'il faut laisser à la génération des jeunes, c'est des systèmes de santé pour que d'abord en vie et en bonne santé, ensuite qu'ils aient une bonne éducation pour rentrer dans les défis des prochains. On a apparemment un souci de connexion avec... Vous m'avez pas entendu? La dernière partie, non? Non. Alors, je disais que ce qui est important de léguer à la génération des jeunes, c'est deux choses importantes. Après la démocratie, qui relève davantage de la volonté politique et de bonnes lois, qui assurent la participation des jeunes à la vie politique, mais ce qui coûte cher et qu'il faut mettre en œuvre pour léguer aux jeunes, c'est d'abord un bon système de santé et un bon système éducatif. Si l'essentiel est mis sur ces deux domaines-là, qui permettent ensuite, ce sera important qu'ils aient donc ces facteurs de mobilité et de développement qui leur permettent d'assurer la transition et la relève de notre génération. Merci, Honorable Gaillard-Pierre. Et comme pour faire un transfert, pour ne pas dire, pour passer le flambeau à la nouvelle génération, nous allons donner le dernier mot à Yukai et Esther qui vont conclure ce débat. Merci beaucoup, Manu. Ça a été un très bon moment passé. Nous avons passé de très bons moments d'échange. J'ai noté beaucoup de choses. Et c'est toujours un plaisir d'être avec les aînés. Il faut retenir qu'il n'y a pas de conflit entre les jeunes et les aînés. C'est plutôt au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et c'est toujours un honneur d'apprendre à nos côtés. Vivement que les jeunes aient plus de place dans nos espaces de prise de décision. Et comme l'a dit l'honorable Geneviève, que les lois soient plus coercitives pour que les femmes et les jeunes ne soient pas sur les listes juste pour être acceptés, mais pour qu'on puisse réellement voter pour eux. Merci beaucoup. Yukai? Merci, premièrement, à la Pierre d'avoir organisé cet échange-là qui a été très constructif. Je pense qu'en Esther a dit, il ne faut pas voir une opposition entre les intérêts des jeunes et les intérêts des autres générations, mais bien comment tout le monde peut travailler main dans la main dans l'atteinte des objectifs communs. Et notamment, je pense que le rôle des parlementaires, le rôle de la francophonie institutionnelle, c'est de pouvoir donner aux jeunes les moyens nécessaires à se réaliser pleinement, aller au bout du potentiel, notamment par une éducation civique qui est importante, afin d'assurer une participation effective dans la démocratie, mais également à travers des programmes de mobilité où les jeunes puissent se rencontrer ensemble dans la construction des identités francophones encore plus fortes et de l'autre côté, retourner dans leurs pays respectifs pour la construction d'un avenir meilleur. Je reviens rapidement sur un lapsus. Le fait de remettre le flambeau, c'était le flambeau du débat et non un autre flambeau. Merci. On va remercier Oui. On va remercier tout le secrétariat général de l'Assemblée. J'ai d'avoir ce prénom. Bon. On va remercier tout le secrétariat général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Avec Estelle, on va poursuivre le débat. Hein? On va s'échanger de coordonnées, on va poursuivre le débat en dehors de cette plateforme. Absolument. On remercie infiniment toute l'équipe de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, du secrétariat à Paris, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce débat puisse se tenir. Et merci à tous les participants et toutes les participantes. Je ne sais pas si le secrétariat a un mot à dire pour pouvoir conclure. En tout cas, merci également à vous, chers honorables. Merci Yukai, merci Esther d'avoir pris part à ce débat. Merci également à M. Arif qui est venu également participer à ce débat avec nous.
et qui a fait des contributions fort intéressantes. Merci beaucoup, cher Mamadou. Merci à toi, Mamadou, d'avoir animé tout ça avec brio. Merci. Merci. Le secrétariat, peut-être Félicitations, Jessica Mamadou. et Laurence, merci. Merci Mamadou, merci Esther, merci Yukai, merci Geneviève. Merci à vous aussi, Esther, Yukai et Dr. Ngayab.